suis retrouvé avec 100 000 € de dettes, interdit bancaire, fichier Banque de France, j'avais plus d'appart, plus de voiture, plus de travail, plus de copines. Bon, a priori, je vais clamser. Soit je me laisse complètement abattre, soit je me défonce, quoi. Et puis on verra bien. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je l'ai voulu. Et si je veux que ma direction change et que ma vie change, il n'y a que moi qui peux le faire. Les gens qui réussissent ne font rien d'extraordinaire, ils font des choses qui sont faciles de ne pas faire. La plupart des gens réfléchissent plus qu'ils n'agissent. Comment je peux faire pour les aider à atteindre cet objectif de liberté? Il n'y a qu'un moyen en fait au monde qui existe, c'est... Salut Jody. Salut Alec. Comment tu vas? Très bien. Magnifique. Très bien. Ça fait super plaisir de t'avoir ici. Moi aussi, merci. On a une sacrée histoire tous les deux, on va en parler dans cet épisode. Avant ça, on va te présenter quand même pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ou qui peut-être t'ont juste entrevu au travers d'une publicité YouTube ou quelque chose comme ça. C'est possible. À partir du moment où tu parles français, tu t'intéresses à la finance. Je pense que tu as déjà vu passer tes publicités ou alors on t'a vu passer sur Instagram maintenant que tu es en train d'exploser, de devenir viral sur TikTok et Insta aussi. Jody, tu es un ancien trader, tu as fait carrière dans la finance. Aujourd'hui, tu as développé une académie en ligne. Tu aides les gens à acquérir une certaine liberté, une liberté financière notamment, au travers de l'éducation financière. Tu as pour objectif, ambition de créer la première communauté en France au travers de la liberté financière justement et d'éduquer un maximum de personnes au travers de ça. Tu es aussi connu et reconnu pour tes messages parfois aussi clivants, mais avec beaucoup d'humour. On va en parler aussi de ça. Et tu as su avoir énormément de résultats, que ce soit des résultats financiers, comme des résultats en termes de personnes impactées, assez hors du commun, assez énormes en seulement quelques années. C'est-à-dire qu'il y a de ça 3 ans maintenant, tu démarrais à peine, voire même c'était juste un projet, un rêve, une ambition, alors qu'aujourd'hui, tu es clairement leader, voire un des leaders sur ce marché aujourd'hui en francophonie de l'éducation financière. Donc, outre cette petite présentation que j'ai faite, avant de te présenter, je tiens à te remercier d'être présent ici pour cet épisode du podcast qui, je pense, connaissant ton parcours au-delà de la personne qu'on voit sur les réseaux, sur Internet, va être un épisode extrêmement enrichissant. Merci pour ça. Et est-ce que tu viens de présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Yes. Bah, écoute, merci d'avoir invité déjà. Donc, je suis très honoré d'être là aujourd'hui et de pouvoir porter la parole haut et fort, celle que je porte fièrement depuis effectivement maintenant fin 2020, début 2021 maintenant, effectivement un petit 3 ans. Donc moi je m'appelle effectivement Jody Cavalier, je suis ancien trader. J'étais trader dans les matières premières pendant longtemps. Et je fais ça quasiment toute ma vie avec un petit détour dans l'immobilier de 3 ans. Mais on va dire que j'ai principalement navigué dans ces eaux-là. Et effectivement, un virage s'est effectué il y a 3 ans maintenant vers l'entrepreneuriat, vers l'infoprenariat. Un virage à 360 degrés, je dirais, parce que c'est vraiment un monde que je connaissais absolument pas. Ça m'est tombé dessus un peu parce que j'ai cherché, parce que j'ai creusé, parce que je savais qu'il y avait autre chose et qu'il y avait quelque chose que j'avais pas compris. Et puis aussi parce que voilà, je voulais faire autre chose de ma vie tout simplement. Ouais. Et justement, avant qu'on en vienne à ce déclic, à ce virage que tu as voulu prendre, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire ce virage? Parce que finalement, tu avais une belle carrière, tu gagnais très bien ta vie, tu avais des prédispositions à pouvoir évoluer dans cette hiérarchie de ta carrière dans la finance. Tu faisais partie de ceux qui étaient là en premier au bureau, qui partaient en dernier. Ça peut être intéressant justement pour celles et ceux qui nous écoutent de comprendre qu'est-ce qui fait que, alors qu'on a tout, ou en tout cas dans la société qu'on connaît aujourd'hui, on est déjà au top, en fait on a envie de complètement changer et on ose justement prendre des risques pour complètement changer de vie. Il y a un truc qui est important de comprendre, c'est que déjà, quand j'ai pris ce virage-là, j'étais dans une situation très confortable. Donc j'étais même... plutôt bien financièrement, ce qui me permettait si je voulais, j'aurais pu même arrêter de travailler, c'était pas forcément très dérangeant. Malgré tout, justement, ça a été un moment important parce que je me suis dit, ok, soit je continue et puis je peux continuer à faire carrière,
pouvoir s'arrêter de travailler, ça veut pas dire être riche, contrairement à ce que les gens pensent. C'est ok, si tu as quelques revenus passifs qui permettent de couvrir tes charges, bon bah ok, déjà tu peux respirer un peu et te dire ok, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Est-ce que je continue ce que je fais ou pas? J'aurais pu continuer. Mais c'est vraiment un paramètre qui est pas très important finalement dans l'équation, même si ça m'a permis quand même d'avoir une réflexion un petit peu plus allégée que pourrait l'avoir quiconque. Mais c'est pas rentré en ligne de compte. Ce qui est vraiment a été déclencheur pour moi, c'est le manque de liberté en fait. C'est-à-dire que il y a la liberté financière qui est ce qu'elle est, mais la liberté financière, elle est liée à ce que tu peux gagner, mais elle est liée aussi à l'activité que tu fais. Et moi, j'ai été pas mal malmené dans le monde du salariat malgré tout, même si je gagnais bien ma vie. J'ai toujours fait d'énormes horaires et puis en fait tu te rends compte que tu gagnes beaucoup moins que ce que tu produis, et ça c'est un vrai problème parce que t'as pas de liberté, tu choisis pas tes horaires, tu choisis des fois pas ton salaire, tu choisis pas forcément tes vacances, tu te donnes à 150% et on t'en demande 200, et même quand on t'en donne 200 on t'en demande 250, et puis les gens sont jamais contents et tu te prends toujours la tête avec la hiérarchie, et il y a toujours des trucs et des machins, et en fait je me suis rendu compte que je travaille 2 heures par jour ou 15 heures par jour, je gagnais la même somme. Je me suis dit là il y a une anomalie. Et je sais pas, c'est venu de l'intérieur en fait, hein. C'est vraiment c'est de dire non et puis bon tu scrolles sur le réseau, tu regardes un peu ce qui se fait, tu vois j'avais 34 ans, on a 3 ans, j'avais 37 et tu vois des jeunes de 20 balais, ou des mecs comme toi, des mecs comme d'autres, tu vois, qui vivent un peu partout dans le monde, qui font des trucs et tout, tu te dis, il y a un truc que j'ai pas pigé, quoi. Ouais. Putain, je suis pas plus débile qu'un autre, si lui y est arrivé, moi je vais bien arriver à le faire quand même. Donc c'est parti de là, c'est de l'orgueil, c'est de se dire, non, il y a autre chose, j'ai pas compris, mais je vais le comprendre, et je vais faire ce qu'il faut, mais c'est moi qui serai derrière ce téléphone à montrer ce que je fais de partout dans le monde à un moment donné. Ouais. Et c'est moi qu'on regardera. Ce sera plus moi qui serai là à mater comme un débile et comme un crevard les gens qui sont derrière le téléphone, à être là en train de baver parce que l'autre il est en train de faire ce qu'il veut où il veut. Et en fait c'est ça qui est c'est jusqu'à quel point tu es prêt à tolérer la vie que tu as, et ce seuil de tolérance à un moment donné, soit tu l'acceptes, il y a des gens qui l'acceptent toute leur vie, et il y a des gens qui à un moment donné décident de ne plus accepter et qui font ce qu'il faut et qui se bougent le cul, parce que ça reste quoi qu'il arrive une décision personnelle. Est-ce que tu t'es senti peut-être un peu trahi par le système, ou en tout cas ce que le système t'a vendu? C'est-à-dire que, tu vois, pour arriver à un statut de bien gagner sa vie, trader dans la finance, ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler, il faut avoir certains diplômes, il faut prouver qu'on en a la capacité. Puis tu montes, tu arrives à un certain niveau, puis là en fait tu te rends compte que y a une sorte de monde alternatif qui permet d'avoir beaucoup plus de liberté pour celles et ceux qui s'en donnent les moyens, bien sûr. Et tu t'en es donné les moyens, on va en reparler aussi de toute cette phase. Et là, tu te dis, il y a vraiment un truc que j'ai pas compris, j'ai plus envie de rester là-dedans, quoi. Moi, j'ai un parcours encore un peu atypique parce que j'ai pas vraiment de diplôme de finance. Ok. Moi, j'ai fait ma place tout seul. Justement, je voulais en venir. Ouais. Et donc, pour moi, j'étais plutôt content de mon parcours. Je me suis dit, putain, j'ai réussi à faire quelque chose, je viens de nulle part. Ouais. J'ai mis un pied dans un monde qui m'est absolument pas destiné, et j'ai réussi à y faire ma place. Ouais. Et ça c'était une fierté. Même si j'étais pas trader à la défense, j'étais pas Wall Street non plus, mais j'avais le titre de trader, j'avais ma carte de visite de trader, et je faisais du trading. Alors ça reste sur les matières premières, ça reste assez soft, mais voilà, j'avais réussi à rentrer dans un monde plutôt fermé. Sans avoir passé les diplômes et en plus de ça, sans me considérer comme quelqu'un de très très intelligent ou d'au-dessus de la moyenne. Donc j'ai surtout beaucoup travaillé pour qu'on m'accepte dans ce monde, plus que la plupart des gens, puisque quand je suis rentré en tant que courtier à l'époque, il a fallu qu'en 1 an, je fasse plusieurs années d'équivalent d'études. Donc j'ai bossé comme humainement, il était quasiment impossible à faire. Pour rattraper ce retard et atteindre le niveau qu'il fallait pour pouvoir espérer une embauche à la fin de l'alternance qui était avec l'école de commerce à l'époque. Ouais. Tu mets en évidence un point. Moi, je te connais aussi dans un cadre privé. On a travaillé ensemble dans différentes mesures, etc. Tu es quelqu'un d'assez excessif. Donc, le fait de travailler
plus que, enfin, outre mesure, justement. Ça ne m'étonne pas, ça ne me choque pas te concernant. D'où te vient justement ce côté excessif et est-ce que dans certains cadres de ta vie, ça t'a porté préjudice plus que des points positifs? Je pense que c'est inné. Je pense que c'est en moi. Et effectivement, ça m'a apporté. Ça peut aujourd'hui m'apporter encore une force redoutable. Parce que je vais être capable de faire ce que peu de gens sont prêts à faire en un temps record. Ouais. Malgré tout, c'est très éprouvant. Parce que du coup, ça me met dans des états compliqués. Même si je fais des choses incroyables en peu de temps, mais bon, donc, mais je subis ça, hein, mais en même temps c'est une force parce que ça me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, et je pense que ça fait partie de l'équation de ce qui m'a permis de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, et en même temps ça m'a tiré de gros problèmes à une époque, puisque comme chacun le sait, tout ce qui est fait avec excès est néfaste, donc quand tu es excessif dans un domaine, tu l'es dans tout. Je suis excessif dans l'amitié, je suis excessif dans l'amour, je suis excessif dans le pro, et après dans tout le reste, c'est-à-dire que donc ça m'a apporté de gros problèmes à l'époque. Ouais. Tu peux nous en dire plus ? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai ce terrain psychologique, cette facette de ma personnalité, bon, je pense qu'elle est innée, elle fait partie de mon ADN. Et j'ai un environnement, moi, qui était pas très équilibré non plus, où voilà, c'était très libre, très free. Et donc il y avait beaucoup d'alcool à la maison, il y avait beaucoup de voilà, puis mes parents, voilà, c'est pas un environnement qui était très stable, ça l'est toujours pas d'ailleurs, mais malheureusement, je suis persuadé, et je pense que beaucoup de gens le savent, que l'environnement dans lequel on grandit nous donne nos normes, c'est-à-dire c'est ce qui nous paramètre, et c'est ce qui nous rend ce que l'on est. Après on peut modifier, mais c'est compliqué quand même. Et donc je suis arrivé dans le monde du travail, voilà, avec ces codes-là, et ce caractère-là, et ces automatismes d'excessivité dont on parle. Et forcément, ça s'est reproduit dans l'alcool, ça s'est reproduit dans les drogues, ça s'est reproduit dans tout ça pendant un certain nombre d'années, je dirais de 2007 à 2013 à peu près, pendant 2006 à 2012, 12-13. 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans. Ouais. Et quand tu es dans ces excès, justement, qui sont des excès liés aussi à de l'addiction, et bien sûr. Comment tu t'en sors ? Tu t'en sors pas. Tu crèves. Et comment tu t'en es sorti finalement ? Parce que tu es là aujourd'hui et tu... J'avais un pourquoi puissant. Okay. Je pense que j'avais une direction, et c'est difficile à dire parce que tout le monde me demande. Et en plus de ça, quand tu regardes les statistiques, déjà, physiquement, j'aurais quasiment pas dû m'en sortir. Donc déjà, il y a une sorte de... ce que disent les médecins, un peu de miracle, parce que j'étais vraiment très entamé. Et en plus de ça, il y a aussi statistiquement très peu de chances qu'ils tiennent, de gens qui tiennent dans le temps, c'est-à-dire qui replongent. Okay, moi ça fait maintenant 10 ans et ça durera toute ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai compris qui était plus fort. Et parfois il faut savoir qui est plus fort. Et c'est pas grave si tu estimes que telle chose est plus forte que toi, et que tu sais que pour ne pas sombrer, il vaut mieux pas t'en approcher. C'est pas grave. Ça te permet d'accepter la chose. Mais c'est compliqué pour beaucoup de gens. Et donc, je sais pas. C'est difficile. Je pense, mon caractère excessif fait que, comme je suis tout ou rien, si c'est rien, c'est rien. C'est pas grave. Si c'est tout, c'est tout. Et donc, c'est ça peut-être qui m'a sauvé aussi. Autant que ça m'a attiré des problèmes, je pense que ça m'a aussi permis de me sauver de ce truc. Ouais. En plus d'avoir ce pourquoi, c'est-à-dire cette direction, de me dire non, j'aspire à beaucoup mieux que ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait plonger dedans ? Je sais pas. Je m'en suis pas rendu compte. Ouais. C'est petit à petit. Ouais, c'est très insidieux. Ouais. C'est très insidieux, c'est très sournois, et on a l'impression d'avoir le contrôle, et ce qui est pas du tout le cas. Jusqu'au jour où quand tu fais 55 kilos, tu te rends compte qu'en fait il y a un problème quelque part, toi. Ouais. T'as plus du tout le contrôle. Voilà. Ah, c'est assez dingue, et merci de nous partager ce témoignage justement lié à ça, parce que c'est quelque chose qui est un vrai problème de notre génération, et pour beaucoup de gens. Ça touche toutes les catégories sociales, que ce soit les gens aisés comme les gens qui le sont moins, etc. Mais c'est un truc dont on parle pas assez.
Et le fait d'avoir quelqu'un qui, comme toi, justement, est arrivé vraiment au fond du trou à cause de ça, donc l'alcool et la drogue en l'occurrence, et qui en est là où tu en es aujourd'hui, avec justement la liberté que tu as su te créer, les milliers de personnes que tu inspires au quotidien. Je te connais aussi dans le perso, du coup je sais que tu as une femme, tu as 2 magnifiques filles, ça se passe super bien, tu vis super bien. Maintenant, tu as déménagé ici à Dubaï, tu as créé un cercle d'amis super, super sympa. Tu es très proche aussi avec différentes personnes qui sont restées en France ou autres. Et ça, c'est super top. C'est un message aussi indirect d'espoir pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, écoutent ce podcast et qui peut-être sont dans cette situation ou alors connaissent des gens dans leur entourage proche ou moins proche qui sont dans cette situation et qui peut-être veulent leur venir en aide, mais finalement, comme dans tout, à partir du moment où tu n'as pas envie forcément d'être aidé, c'est quasi impossible de pouvoir t'aider, mais peut-être ça peut créer un déclic au travers de ça, et c'est le but même de ce support. Donc, tu as ces différents excès, tu t'en sors, il en est moins une presque. Tu continues ta carrière dans la finance et là au fur et à mesure du temps tu te dis bon, il est possible de faire d'autres choses. Je vois tous ces mecs sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube qui ont craqué le code et qui vivent très bien. Et là à un moment donné donc tu vas te dire je veux lancer un business en ligne. Et il y a un truc sur lequel je veux revenir, c'est que un des tout premiers programmes, voire le premier programme dans lequel tu investis, il me semble, c'est justement anciennement mon mastermind que j'avais cofondé donc avec Robin, Hamza et Amine, Mastermind Scalix, qui a pu aider, qui a duré 1 année, qui a aidé énormément de gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ce mastermind, je sais pas toi, mais moi je suis resté en contact avec la quasi-intégralité de tous les membres. Et il n'y en a pas un qui n'a pas évolué par rapport à sa situation actuelle. C'est pas du tout grâce aux stratégies ou autres du mastermind, ça a pu aider, mais pas que. C'est vraiment grâce à l'émulation et l'énergie qu'il y avait dans ce groupe et la bienveillance commune qu'on avait tous ensemble. Et justement, au moment où tu prends la décision de rejoindre ce mastermind, c'est quand même un gros investissement pour toi. T'as pas encore eu de gros résultats sur ton business. Je sais même que pour la petite anecdote, ta femme elle-même se moque de toi quand tu vas lui dire je veux prendre cette décision, je veux faire ça, etc. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase et qu'est-ce qui fait que malgré tout, tu t'es dit ok, je serais peut-être le moins avancé de la pièce, c'est peut-être pas le meilleur moment pour ça parce que quand je vois l'état d'avancement des autres, j'en suis pas encore là, mais c'est ok, mais je veux le faire parce que je crois en moi et c'est certainement le truc qui va me faire accélérer. Alors déjà pour la petite anecdote aussi, quand je suis rentré quand j'ai postulé pour ce fameux mastermind, j'ai même menti sur, je vais t'avouer un truc aujourd'hui, j'ai même menti sur les résultats. Ok. Parce qu'il fallait avoir, je crois, c'était faire 10 000 € par mois depuis 6 mois, voire générer 100 000 €, je sais plus quoi. Et tu m'as posé la question, j'ai dit oui, bien sûr. Non, je devais faire 2-3 000 € par mois, 4 000. Ok. Mais je savais très bien que si je ne lisais pas, ça pouvait faire que. Alors j'ai dit, bon, vas-y, c'est pas grave, on tente le tout pour le tout. Pardon. Je te pardonne, c'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Effectivement, donc on fait cet entretien qui fait partie d'un des moments les plus. Un des moments marquants, effectivement, de ma vie, parce que je savais pas du tout où je mettais les pieds. Parce que j'y comprenais pas grand chose encore. J'avais généré quelques milliers d'euros. J'avais commencé à vendre quelques formations, donc je commençais à comprendre deux, trois trucs. J'avais commencé à faire une petite communauté sur Instagram. Et voilà, je faisais mon petit beurre, mais voilà, rien de bien foufou. Et on fait ce petit entretien tous les deux. Effectivement, là, tu m'as dit oui. Je t'ai posé la question, je t'ai dit que tu penses que je peux faire combien sur 2022. Tu m'as dit un chiffre, c'était 500 000 €, je me souviens, de chiffre d'affaires. Et pour moi, c'était waouh. Tu m'as dit 500 000 €, c'était. Je dis c'est incroyable. Si je fais ça, c'est champagne, quoi. Enfin, non, du coup, champomis. Et on finit l'entretien, tu me dis ok, c'est go et tout, donc on y va et tout. Je vais voir ma femme qui était dans la cuisine et puis je lui dis bon voilà, a priori ça match et tout, donc on peut y aller, quoi. Donc elle me dit ok et tout. Elle me dit c'est combien, je donne le prix. Je dis, gros investissement quand même.
à mon niveau. Et je lui dis, bon, on y va. Il me dit, ouais. Et je lui dis, tu sais, Calais qui m'a dit que je pouvais faire effectivement 500 000 € l'année prochaine en prévision, toi, par rapport aux issues qu'on a eues. Il a estimé que truc, machin. Et effectivement, il s'est passé un moment assez intéressant, c'est qu'elle m'a regardé avec, et j'espère qu'elle verra ce podcast un jour, mais avec, je dirais pas de la pitié, mais presque, en me disant, il est mignon. Elle m'a mis la main sur l'épaule, elle m'a fait comme ça, puis elle est partie. Je fais, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Et voilà, effectivement, bon, et la suite, on la connaît. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu, mais ouais, c'était un grand moment. Ouais. On parlait d'un investissement de combien là à ce moment-là ? C'était 25, je crois. Ouais, 25 000 €. Et tu avais généré juste quelques milliers d'euros. Quoi. Ouais. Et du coup, bon, certes, la suite, on la connaît aujourd'hui. Tu as fait bien plus que 500 000 € la première année 2022 après. Grâce à ton travail, grâce aux bonnes décisions, grâce aussi aux bonnes rencontres. Bien sûr. En parlera de Jean tout à l'heure. Mais la question que j'ai à te poser, c'est la plupart des gens, quand il s'agit de prendre une décision qui leur fait sortir de leur zone de confort, que ce soit une décision financière ou une décision d'engagement, une décision de ressources, quelle qu'elle soit, temps, énergie, argent, ressources humaines, peu importe, ils sont comme figés, tu vois. Ils n'arrivent pas. Et encore plus quand leur entourage va à l'encontre ou en tout cas ne croit pas en eux et ne va pas être là pour les pousser. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit non ? Peu importe, j'y vais, même si c'est vraiment une grosse somme pour moi, même si j'ai pas encore eu mes résultats, j'y vais, sachant qu'on se connaissait pas. Tu vois, on avait juste fait un appel. Ok, tu me suivais peut-être sur Instagram depuis un certain temps, mais outre ce point, on se connaissait pas. Donc il n'y a pas ce rapport de confiance. Tu étais inconnu au monde de l'infoprenariat et du business en ligne, donc tu n'avais pas non plus dans ton entourage des gens qui avaient fait des millions d'euros, même des centaines de milliers d'euros, même des dizaines de milliers d'euros grâce à ça. Et pourtant, tu te dis putain, mais c'est pas possible, s'ils ont pu le faire, je peux le faire. Je me donne les moyens, même si c'est compliqué pour moi. Je suis un fonceur. Quand j'ai un truc en tête, je fonce et je me pose pas de questions. Ok. Voilà. Ça passe ou ça casse ? Ça passe ou ça casse. L'extrême. Ouais. Oui, exactement, ouais, c'est vrai. Ouais, on en revient toujours là. C'est ça, ouais. Et ça passe ou ça casse. En général, ça passe. Hein. Ouais. Faut que ça vienne de l'intérieur. Faut que ça vienne de l'intérieur. Faut que ça vienne de l'intérieur. C'est-à-dire je marche énormément maintenant à l'instinct. Ok. Si je sens, j'y vais, je fonce. Si je sens que ça me travaille, j'y vais pas. Si je le sens pas, j'y vais plus. Est-ce que tu saurais exprimer de manière peut-être plus rationnelle pour ceux qui nous écoutent comment on développe cet instinct ? Comment tu as développé cet instinct ? Parce que tu vois, quand tu dis aux gens le feeling, je vois exactement de quoi tu parles, mais pour certaines personnes qui peut-être n'ont pas encore ce niveau de conscience, ça peut être compliqué. De quoi on parle ici ? J'ai un exemple très simple pour essayer d'étayer ça. Avant que tout ça arrive, j'étais encore donc dans mon job et on vient me démarcher. On vient me démarcher pour un poste. Donc un mec vient, il me propose un poste plus intéressant, mieux payé, dans un autre bled en France. Et on fait 1 entretien, 2 entretiens, 3 entretiens. Je dis ok banco, let's go. Je signe le contrat de travail. Je pose ma démission dans l'endroit où je suis, avec accusé réception, machin, tout ça, et on entame les trucs. Il se passe quelques jours, et je sens, je sais pas comment l'exprimer, hein, mais je sens en moi une sorte de malaise. Tu sais ? Et la plupart des gens me disaient c'est normal, t'as un peu peur, tu changes de région, mais c'est pas moi ça. Enfin, je veux dire, quand j'ai pris une décision, c'est-à-dire je sais, je le fais et j'avance. Et là, j'ai senti une sorte de un truc à l'intérieur, voire même comme si tu te sentais pas bien, quoi, toi. Ouais. Et donc je me suis dit non, et ça me travaillait, quoi. Tu penses la journée, tu penses la nuit, tu penses le soir en t'endormant. Donc c'est quelque chose qui est dans la tête, dans le cœur. Enfin, tu vois, il y a des signes qui trompent pas, quoi. C'est-à-dire tu y penses pas comme tu devrais y penser, et ça ressemble plus à de la peur, ça ressemble à autre chose. Et du coup, j'y suis pas allé. C'est-à-dire que pour la petite histoire, j'ai rappelé le mec, je lui ai dit je viendrai pas. J'avais signé mon contrat de travail, tout, hein, j'avais posé ma démission dans mon ancien boulot et tout. Et j'ai dit au mec, écoutez, je viendrai pas, je le sens pas.
Et je lui ai dit, mais vraiment tel que je le ressentais, quoi. Sans essayer de trouver un truc, un machin. Je dis, non, je le sens pas. Si je viens, ça va pas le faire. Je vais venir à contre-cœur, et votre job, ça va pas le faire. On va perdre du temps tous les deux. Ça sert à rien. Donc il était un peu énervé, mais il a compris et il a laissé tomber. Je suis retourné dans mon ancien boulot et j'ai dit, écoutez, je suis peut-être OK pour rester, mais il faudra me payer plus cher que ce qu'on me propose. Et finalement, je suis resté dans le boulot où j'étais, à mes conditions, plus cher, et avec des meilleures conditions et plus cher. Et finalement, je suis resté là où j'étais avant. Et voilà. Et en fait, j'ai pas regretté parce que ça s'est super bien passé et ça allait beaucoup mieux. C'est un peu le même feeling que tu as eu lorsque, par exemple, tu as rejoint le mastermind ou... Même chose. Ok. J'ai vu la pub sur le réseau, j'ai dit, c'est là qu'il faut que je sois. Mais tu vois, je rebondis sur un point parce que le moment où tu as commencé à travailler avec Jean, c'était, sauf erreur, juste après la session de Marseille. Et donc la session de Marseille, elle se situe d'un point de vue temporel fin 2021. Octobre 2021. Exactement. Et du coup, tu vois, pour celles et ceux qui nous écoutent, vu que moi je connais l'histoire, je connais le contexte, on pourrait se dire, je dis c'est quelqu'un qui voit une situation, pose une question, il a le feeling, il fonce, let's go. Mais la réalité, c'est que moi je me souviens, on avait passé la journée sur ce bateau, ça faisait 2 jours aussi qu'on était ensemble, et tu avais posé vraiment un florilège de questions à Jean. Est-ce que ça, tu m'avais posé des questions aussi à moi, à d'autres avec qui il travaillait, mais t'es sûr que, et tu penses que, et si, et ça, machin. Et puis après, à partir du moment où effectivement tu avais identifié que c'était la personne avec qui tu devais travailler, selon justement tes critères et autres, bah là, tu étais déterminé et tu voulais Jean, tu vois. Et justement, c'est intéressant, je pense que ça introduit parfaitement le cas, c'est que toi, tu as une expertise, c'est justement l'expertise liée à la finance. On va en parler après de la méthode Cavalli, justement, celle dont tu parles sur les réseaux, parce que c'est quand même assez intéressant, qui permet à n'importe qui d'appréhender la bourse simplement, rapidement, sans y passer des heures. Et justement, je pense que c'est en ne passant pas toutes ces heures devant les écrans que les gens ne prennent pas les mauvaises décisions, plutôt que l'inverse. Mais explique-nous qui est Jean, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit je veux bosser avec lui, et quelle place aujourd'hui il a dans les résultats que vous avez eus et dans ton quotidien d'entrepreneur. Jean, déjà, je ne savais pas trop qui c'était au départ. Je ne sais même pas si je le sais aujourd'hui, je plaisante. Mais au départ, je ne sais pas trop qui c'est. Et je comprends pas grand-chose au départ d'ailleurs sur ce bateau, ni pendant ce séjour. Ça parle de plein de mots que je ne connais pas, de plein de choses que j'ignore, et je comprends à peu près 10% de ce que les gens racontent. Mais effectivement, en questionnant et en essayant de faire marcher au maximum mes neurones, je comprends que c'est probablement la personne avec laquelle il faut que je fitte pour avancer. Et c'est ce que tout le monde me dit. Donc à un moment donné, je me dis, bon, et effectivement, je discute avec lui, et il y a un feeling qui se crée avec lui parce que c'est quelqu'un de simple et d'authentique, et donc forcément ça matche bien avec moi parce que c'est un peu comme ça que je suis. Donc Jean, si je dois le présenter, il est aujourd'hui d'un point de vue marketing, c'est le spécialiste du webinaire en France aujourd'hui. Il est arrivé dans mon business pour tout simplement... Moi, j'avais un système assez simple, un tunnel de vente qui était très simple. C'était que je vendais, je faisais des reels, des vidéos. Je captais les prospects sur les vidéos, je les amenais sur mon Instagram, puis mon Telegram, et je vendais sur Telegram. C'était mon tunnel de vente basique à la Antoine BM, Fortumedia. J'ai copié-collé le système, le modèle. Je l'ai adapté à mon marché, terminé, basta. Et effectivement, là où le business est passé de la V1 à la V10, sans étapes intermédiaires, c'est effectivement l'arrivée de Jean qui a tout simplement posé je dirais, moi je connais pas tout ce qu'il fait, mais on va dire une machine comme un moteur, j'ai envie de dire, sur mon business pour le propulser et permettre effectivement de passer de quelques centaines de personnes à toucher à quelques milliers, à quelques dizaines de milliers pour pouvoir
Donc aujourd'hui, on a un modèle qui est effectivement essentiellement tourné vers le webinaire. Et on a développé ça en 2022. Un produit, une offre, un tunnel, un webinaire. Rendez-vous tous les dimanches à 18h. Et on lâche rien pendant un an, quoi. Et on améliore, et on optimise, et on modifie ça, tel mot, tel truc, tel système, tel truc, machin. Enfin voilà. Et, voilà. Pendant un an, on a fait ça, de novembre 2021 jusqu'à fin 2022. Ouais. Justement, tu évoques un sujet, c'est un tunnel, un produit, une offre, un webinaire, tous les dimanches à 18h. C'est cette régularité qui fait que tous les dimanches à 18h, vous arrivez à chaque fois à avoir de plus en plus d'inscrits, de plus en plus de présents, de plus en plus de ventes, de plus en plus de calls, de plus en plus de gens que vous pouvez aider, de plus en plus de chiffres d'affaires. Et je pense que c'est aussi le secret de la sauce de Jean, parce que je vois aussi comment il accompagne ses autres clients, c'est cette rigueur et cette régularité, cette discipline justement du fait de continuer à rester dans la même ligne et d'améliorer constamment chacune des variables. Aujourd'hui, en termes de chiffres, tu parlais de cette phase où on rigole des 500K que tu vas aller chercher sur le démarrage. En termes de chiffres, aujourd'hui, c'est combien de chiffre d'affaires qui a été généré, c'est combien de clients qui ont pu être accompagnés dans l'académie, que les gens se rendent compte justement de la puissance d'un système simple mais efficace. On doit se rapprocher de 3000 personnes, je pense, là maintenant, donc on se parle de personnes accompagnées, et on parle de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires de générer. Ok. 2, 3, 4 2, 3, 4. Ok. C'est intéressant justement de voir à quel point ça peut aller vite avec le digital. Est-ce que si on t'avait dit il y a de ça 3 ans, je dis dans 3 ans tu vas être sur un podcast à Dubaï avec ta famille parce que tu as déménagé dans une magnifique villa, tu auras fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, aidé des milliers de personnes et il y a des millions de personnes qui te voient tous les mois en termes d'impressions sur les réseaux, etc. Tu y aurais cru ? Non. Pas une seule seconde. Non, mais je crois pas forcément encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui explique ça selon toi ? Que j'y crois pas ? Que tu y crois pas et que tu y réussis ? J'y réussi. Bon, que j'y crois pas, c'est parce que c'est de là où je viens, c'est très très loin de ce qu'on peut imaginer. Et à tel point que j'ose à peine en parler aux gens, à ma famille ou à mes proches ou à mes amis, tu vois, c'est compliqué même de donner des chiffres. Et que j'en suis là aujourd'hui, des fois, en fait, je voudrais te donner la réponse. Tu sais, Alec, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes, et ça l'est, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui suent, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Et donc, c'est toujours la même question qui revient. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que toi, t'y es arrivé ? Alors, j'y suis arrivé. En tout cas, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et que j'ai des résultats que probablement plein de gens envient. Je sais pas ce qui fait la différence entre moi et un autre. C'est difficile de l'identifier en fait de manière claire. Je sais qu'il y a le travail, parce que le travail, ça reste la pierre angulaire de toute réussite. Rien n'arrive sans qu'il y ait de l'action. Et puis, il y a de l'action, plus ça bouge, mais de l'action désordonnée, ça amène à une réussite désordonnée. Mais donc, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. À chaque fois, on me pose la question et je me doutais que tu me la poserais. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je vais lui dire ? Tu vois ? Et j'ai envie d'apporter la meilleure réponse qui puisse aider au maximum les gens. Et en même temps, c'est difficile de savoir véritablement ce qui fait la différence entre moi et un autre, quelqu'un comme moi qui bosse. Ou alors ils font semblant, les gens. Je sais pas. J'ai pas non plus la réponse exacte, parce que si on avait la recette, tu vois, je pense que la réussite, le business, moi je le vois, j'interviewe énormément de gens, j'accompagne énormément de gens, j'opère énormément de business également.
c'est pas une recette de cuisine. Tu vois. Par contre, il y a différentes variables qui trompent pas. Le travail et la résilience en général en font partie, certes, mais un truc qui est clair, c'est le product market fit. C'est typiquement le fait de trouver une stratégie qui vient mêler l'acquisition, la rétention et la conversion pour pouvoir justement pénétrer un marché de manière rapide, efficace, tel que vous l'avez fait. C'est aussi d'avoir une vraie personnalité, un vrai charisme, une vraie histoire, une vraie gueule également, parce que ça marque énormément l'esprit, c'est la réalité. Tu vois, hier par exemple, je faisais un podcast avec Michel Coury. Je ne sais pas si tu vois qui c'est un gros créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Il a été élu en 2022 et 2023 numéro 2 ou dans le top 3 des plus gros influenceurs LinkedIn et autres. Et lui, son créneau, c'est comme toi, il est authentique, il est cash. À la base, c'est un entrepreneur, il a une blanchisserie depuis 10 ans, il a 40 ans, il a toute une carrière derrière lui. Et aujourd'hui, il fait des posts qui font des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'interactions sur LinkedIn. Et dis-toi, juste en comprenant quelques petits éléments des codes des réseaux, alors que le gars, il n'avait même pas TikTok à la base, il est allé sur TikTok et il cartonne aussi sur TikTok. Et il applique 0 conseil de ce qu'on devrait appliquer sur TikTok. Et ça marche. Parce que justement, il a une bonne gueule, il a une vraie personnalité, un vrai charisme, il est authentique et il dit les choses. Et ça, c'est les codes, tu vois, de la création de la création de contenu. Et dans le business, c'est un peu pareil, je pense. Et à partir du moment où tu as ça, plus les bons leviers, plus la bonne offre, plus tu travailles, tu es persistant, tu es régulier, ça peut que fonctionner. J'en parlais encore avec quelqu'un par rapport au podcast où justement, merci à celles et ceux qui nous écoutent, tous nos auditeurs qui nous donnent de la force au quotidien, qui partagent les épisodes, qui mettent 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, ça prend 10 secondes et ça aide, vous n'avez même pas idée combien ça aide. C'est juste mettre un petit avis sur Apple Podcast, 5 étoiles, un commentaire, en 10 secondes c'est fait et ça va nous aider énormément. On passe des dizaines et dizaines d'heures chaque mois pour vous faire du contenu sympa. Mais tu vois, j'en parlais avec quelqu'un et il me disait, c'est quoi selon toi le truc qui a fait que ton podcast a réussi? Et je lui énonce plein de trucs. Tu vois, souvent je lui énonce les bonnes miniatures, l'intro, les invités, le truc. Il me dit non, c'est juste que tu as été persistant dans l'effort et que ton travail d'hier a permis d'aider celui d'aujourd'hui qui aidera celui de demain, etc. etc. Et lundi prochain, tu auras un autre épisode. Mercredi prochain, tu auras un autre épisode. Jeudi, tu auras ton épisode audio, etc. Tac, 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 tac. Et tout est déjà écrit. Tu vois. Et dans le business, c'est sensiblement pareil finalement. Vous avez cette régularité, cette rigueur qui fait ces résultats. Et ces résultats, tu ne les as pas volés. Tu es allé les chercher. Et les résultats que tu auras demain, tu les as pas volés non plus. Enfin, moi, je le vois au quotidien. Tu bosses énormément, tu réfléchis énormément. Et ça part aussi d'une bonne intention. Tu vois, on a fait aussi des opérations ensemble où tu m'as invité en tant que speaker dans certains de tes événements, etc. J'ai envoyé aussi mon audience chez toi pour 2 raisons. La première, c'est que je connais la qualité de ton produit. La seconde, je connais la qualité de ton intention. Et tu fais pas ça juste pour gagner de l'argent. L'argent, c'est la conséquence, c'est un score, c'est un chiffre. Et c'est ce qui te permet d'aider encore plus de gens. Je rebondis du coup, parenthèse fermée, sur un sujet qui est assez intéressant. Tu m'as dit, là d'où je viens, c'est même compliqué à percevoir et j'ose même pas en parler forcément avec mon entourage. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur là d'où tu viens, spécifiquement, et selon toi, qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas forcément à parler de ces choses-là avec ton entourage, avec tes proches, avec ta famille, et pour quelles raisons? Parce que c'est trop loin. C'est trop loin pour eux. Ça l'était pour moi il n'y a pas si longtemps que ça, donc je le comprends. Ce qui fait que ce qui fait aujourd'hui que je comprends mes clients, c'est que je suis mon client. Je viens du même endroit entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'ai connu, je viens d'une famille plutôt modeste. J'ai vécu dans la campagne, dans les champs. Le week-end ou le soir, j'allais travailler, j'allais couper du bois pour me faire un petit billet, etc. Quand j'ai vécu des moments difficiles, j'ai même dormi dehors. J'ai vécu des moments compliqués, douloureux, et donc tout ça, je sais. Mon milieu, d'où je viens, c'est un milieu
je dirais pas pauvre, toi, ce serait mentir, mais déjà, il n'y a aucun entrepreneur, pour commencer. Donc déjà, c'est un monde qui est absolument inconnu. Tu m'aurais dit entrepreneur il y a encore 3 ans, je t'aurais dit, c'est une ville dans le sud-ouest de la France. Et donc, j'exagère, hein, mais tu comprends l'idée. Et puis après, si on parle de chiffres ou de résultats, même je dis demain, ma sœur est venue me voir pendant 15 jours. Si je lui dis demain j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elle va penser que j'ai gagné 1 million d'euros. Déjà, c'est faux. Je peux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires et me retrouver avec 1 euro de résultat net. Heureusement non, mais déjà c'est déjà des chiffres qui leur parlent pas, déjà ne serait-ce que pour ça. Et après, si on rentre dans les détails, c'est trop loin. Enfin, tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et mes amis encore moins. Et j'ose même plus afficher des fois trop mon train de vie ou tout ça parce que eux ils galèrent. Ils galèrent. On a des groupes communs ou des trucs où j'ose plus, moi, quand ils montrent qu'ils sont encore au boulot à 20h et que je sais que voilà, ils se font chier encore je comprends, enfin, encore une fois, moi aujourd'hui je bosse pour moi. Je bosse pour moi et plus jamais je reviendrai en arrière. Enfin, je veux dire, j'aimerais que tout le monde puisse le faire. Tout le monde ne le fera pas, mais j'aimerais que tout le monde puisse le faire. Parce que franchement, il n'y a rien de plus beau dans la vie que de pouvoir ne pas avoir quelqu'un à qui obéir. Être libre. C'est insupportable. Moi, je l'ai supporté longtemps, je ne sais même pas pourquoi. Parce que c'était ma norme. Parce que j'ai vécu, mon père m'a dit, oui, moi j'ai fait ça, j'ai eu mon bac, j'ai fait mon BTS, j'ai travaillé 40 ans, il a travaillé 40 ans dans la même boîte, j'ai acheté ma maison, je me suis marié, j'ai des enfants. Voilà. Et donc j'avais ce modèle-là, et il me l'a répété 350 milliards de fois. Tu passes tes diplômes, tu rentres dans une boîte, tu fais ta place, tu te maries, t'as des gosses, t'achètes des baraques. C'était le modèle classique. Je pense que c'est très français, très culturel, et donc moi je grandis là-dedans, donc c'était ma norme, quoi. Mais en vrai, c'est une prison, quoi. C'est une prison dans laquelle on n'a pas l'impression d'être. On la voit pas. Les murs sont invisibles, les barreaux sont invisibles, et t'es content. T'es content quand t'es en vacances ou quand ton patron te permet d'avoir une journée ou quand ton patron t'augmente de 2% ou t'as l'impression d'avoir une victoire. Et le pire, c'est ça, quoi. Alors que c'est de la merde. C'est pourri, quoi. C'est à chier. C'est 0,000000001% de la richesse mondiale que tu pourrais aller chercher, toi, avec ton cerveau. Tout le monde pourrait aller chercher tellement plus, et tout le monde vaut tellement plus que ça, que d'enrichir un patron qu'on a pour la plupart rien à foutre de ses salariés. Et en vrai, ce formatage, moi, il me débecte, quoi. Parce que c'est vraiment... on te prend à la naissance, on te met dans une case, on te dit va à l'école, tu vas à l'école, je dis pas que l'école tout est acheté, hein, mais malgré tout, l'école te formate, te prépare à te mettre dans une case. Et une fois que tu es dans cette case-là, t'es mort. T'es foutu. T'en as certains qui arrivent à s'échapper, moi, mais parce qu'il m'arrivait des galères. Parce qu'il m'arrivait des grosses couilles qui font que j'ai dû réfléchir un peu différemment à un moment donné, et ça m'a changé probablement un truc dans ma personnalité, ou je sais pas. Je dis pas que tout le monde doit frôler la mort pour avoir un déclic, mais ce déclic, moi, il s'est fait, je pense, à ce moment-là. Tu vois, ça a mis du temps après à mûrir, mais ça s'est fait là. Et ça a dû forger mon caractère aussi. Parce que c'est pas parce que je suis sorti d'hôpital en 2013 que j'allais mieux. Ça a mis des années à devoir me redécouvrir qui j'étais. Parce que pendant des années, je m'étais perdu. De 2005-6 à 2013, je n'ai plus aucun souvenir. Je sais pas ce que j'ai fait, quasiment. Blackout. Et 2013... Tu continues à travailler à ce moment-là ? Ouais. Je sais pas comment. Je me suis retrouvé en 2013 avec 100 000 euros de dette, interdit bancaire, fichier Banque de France, j'avais plus d'appart, plus de voiture, plus de travail, plus de copines. Je suis retourné habiter chez mes parents. C'était une catastrophe. Et ça a mis des années
des années, jusqu'en 2017, 2018, enfin, toi, avant de reconnecter avec mon vrai moi, qui j'étais véritablement. Que, en fait, je savais pas. J'avais jamais découvert, en fait. Et je l'ai découvert ces dernières années. Là, c'est moi. Là, c'est mon vrai moi, aujourd'hui. Mais avant, c'était pas moi. Et ça fait quoi, justement, d'avoir conscience de tout ça, de te rendre compte que dans ton entourage, autour de toi, du coup, il y a des gens qui sont encore prisonniers de ce système, comme tu l'évoques, et de savoir que tu es en capacité, que ce soit en termes de ressources, intellectuelles, niveau de conscience, niveau d'éveil, de pouvoir peut-être les aider ou de pouvoir peut-être les élever, mais en même temps, tu n'as pas envie de te positionner forcément en sauveur, parce qu'eux-mêmes n'y croient pas ou n'ont pas conscience de ça, ou peut-être n'ont pas l'envie, l'énergie, les ressources, le courage de faire ça. Et comment justement on se retient de ça et comment on le vit au quotidien? Alors déjà, je m'en retiens pas complètement, parce que j'essaye. Ok, d'accord. J'essaie de le faire intelligemment, mais déjà ça me fait chier de les voir comme ça. Ça c'est pour répondre à ton qu'est-ce que ça me fait, ça m'emmerde. Et j'ai envie de tous les ramener, en fait, toi. Et en fait, ils y arrivent pas, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire des rendez-vous, des calls avec certains d'entre eux, toi, et de leur dire attends, viens on discute un peu, toi. Je pense que je peux faire quelque chose pour toi, toi. On discute, on regarde et tout. Et en vrai, je sais pas, ça percute pas, quoi. Ils avancent pas, ils restent dans leur truc. Comme drogués, quoi. Tu sais, comme s'ils disaient non, mais non, ce que je fais là, c'est bien, c'est ça la bonne voie. Je dis, attends, mais regarde. Alors, t'as pas envie d'afficher, de montrer non plus ton compte en banque, toi, en disant regarde ce que j'ai fait, machin. Et en même temps, t'as envie de dire bon, regarde où je suis quand même assez légitime pour te donner 2-3 conseils, toi. Elles sont très compliquées de les extirper, en fait. Donc, pour l'instant, j'ai arrêté. Ok. T'as essayé pendant combien de temps? Là, je dirais, c'est 12 derniers mois. Ok. Ouais. C'est intéressant. Et t'as essayé par quel moyen de les élever au niveau de conscience Ne serait-ce que prendre un call, un rendez-vous, respecter et de venir pour qu'on en parle, c'est compliqué. C'est incroyable. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Je pense que je sais pas. C'est une sorte de je sais pas. Ils sont dans leur truc, quoi. Et ils pensent pas qu'il y a autre chose de faisable. Et justement, je rebondis sur un sujet, c'est, tu vois, finalement, tu fais beaucoup de contenu sur les réseaux. Un truc que tu évoquais tout à l'heure, c'est lorsque tu as démarré, ton système, c'était Reels, contenu, Telegram, vente de formation. Aujourd'hui, tu as mis en place une machine, effectivement, simple mais efficace, qui est parfaitement maîtrisée, mais tu continues à faire du contenu sur les réseaux. Tu as certains de tes Reels qui font des centaines de milliers de vues, des millions de vues, notamment encore là, la danse Taxer les riches, des choses comme ça ou autres, avec justement humour, certes, mais aussi où on vient piquer un peu. Et tu vois, quand tu vois les interactions, quand tu lis les commentaires, c'est à chaque fois très clivant, c'est très partagé. Tu as ceux qui adhèrent, tu as ceux qui détestent. Et la question que j'ai envie de te poser au travers de ça, c'est que la première question, c'est pourquoi tu crées tout ce contenu? Le but, c'est quoi? C'est d'éveiller les esprits? Est-ce que c'est juste dans un but de créer de la visibilité? Est-ce que c'est dans un but de... Tu vois, parce que d'un point de vue marketing, on connaît les codes. On sait que plus tu es clivant, plus justement tu vas polariser, plus tu vas créer de l'interaction et donc plus tu vas potentiellement faire des vues. Et il y a une minorité de ces vues qui vont s'abonner, qui vont être là. Et pour que les gens comprennent une stratégie éditoriale, un terme technique dans l'industrie dans laquelle je dis est, dans laquelle je suis également, et beaucoup sont. Quand tu vends du coaching, du consulting, de la formation, ou peu importe que tu crées un personal branding, tu as vraiment ce truc de tofu, mofu, bofu, également dans une stratégie d'acquisition.
top of the funnel où justement on va créer du contenu qui va devenir potentiellement viral pour se donner de la visibilité. MOFU où on va, middle of the funnel, justement éduquer les gens progressivement au travers d'un autre type de contenu. Et puis BOFU, bottom, où justement on va faire un appel à l'action, les faire passer sur une autre strate de nos canaux, par exemple sur sa base mail, sur un site, sur un canal Telegram ou autre, pour pouvoir aller potentiellement les aider avec quelque chose de concret parce qu'ils sont prêts à ce moment-là. Et on n'a plus que les gens les plus qualifiés. Dans ton cas, c'est quoi le but? Parce que pour moi, tu vas au-delà de juste créer du contenu d'acquisition, mais tu surfes intelligemment sur les tendances dans le but aussi d'éveiller les esprits. L'intention initiale, c'est ça, c'est quoi? C'est principalement éveiller les esprits. Déjà, je savais pas que j'étais clivant, comme le disent il y a pas longtemps. Okay. Donc c'était absolument pas une stratégie. C'est juste que j'aime bien rentrer dans l'art des gens parce que je sais que c'est ça qui fonctionne. Les gens aiment bien qu'on les insulte, j'ai l'impression. Mais dans le bon sens du terme, ce que je veux dire, c'est que... Mais... En fait, les gens ont besoin qu'on les secoue. Ouais. Et ils attendent ça. Inconsciemment, probablement. Mais ils attendent qu'on les secoue émotionnellement, physiquement parfois, pour les faire réagir. Si tu veux que quelqu'un réagisse, il faut créer une émotion. Ça peut être une émotion triste, joyeuse, ou comme de l'énervement. Et je l'ai compris assez rapidement sur les réseaux, notamment sur TikTok, quand j'ai démarré sur TikTok, parce que je suis passé de 0 à 300 000 abonnés en quelques mois. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que plus je démarrais mes vidéos de manière assez agressive, c'est-à-dire en bousculant les gens, et plus ça marchait. Plus j'avais des avis, plus ça fonctionnait. Et donc l'idée, c'était, ça a été ça. Ça a été ça de dire, ok, je vais leur foncer dedans, et parce que c'est comme ça que ça marche. Et ça marche comme ça dans la vie. Quand si tu veux que quelqu'un t'écoute, il faut le secouer. Il faut créer il faut que tu crées le hook, quoi, l'appel. Et l'appel, c'est un déclic. Voilà, pour faire le jeu de mots. Mais c'est vrai. Ça marche comme ça dans les webinaires. Ouais. Plus je rentre dans le lard des gens, et plus ils adorent. Et souvent, je prends un mec ou deux qui sort un truc un peu à la con dans le chat. Je le prends comme bouc émissaire, je rentre dedans. Déjà, ça me fait du bien. Et de deux, ça prouve aux gens que je suis pas là pour leur plaire. Et d'ailleurs, je suis là pour plaire à personne. Je suis là pour leur montrer la voie, entre guillemets. C'est pas que ce soit la meilleure voie du monde, mais quand je dis la voie, c'est leur montrer. Et j'aimerais que chacun puisse prendre conscience que, sans rentrer dans le cliché de dire, vous pouvez être une meilleure version de vous-même, blablabla, mais vraiment que chacun comprenne qu'on est au cœur de ce qui nous arrive, quoi. Et que chacun est responsable de lui-même. Et j'aimerais que les gens prennent leurs responsabilités et ils se disent, ok, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je l'ai voulu. C'est parce que c'est le fruit de chacune de mes décisions qui ont mené à des actions, qui m'ont mené jusque-là aujourd'hui. Et si je veux que ma direction change et que ma vie change, je peux le faire, mais il n'y a que moi qui peux le faire. Pas mon voisin, c'est pas mon chien, ma femme, mon cheval, c'est moi. Et c'est pas grave. Mais les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Ils aiment bien pester contre l'État, contre son voisin et user d'énergie inutile à croire que c'est le monde qui n'est pas sympa avec eux. Ou alors qu'en fait, non. C'est juste... Le monde, il changera pas. Il est tel qu'il est, et ça sert à rien d'essayer de changer le monde. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et en se changeant nous-mêmes, c'est-à-dire en mettant en place les actions nécessaires pour que ça change, notre monde changera. Oui, complètement. Cet état d'esprit, tu l'as toujours eu ou tu l'as eu à quel moment? Je pense que je l'ai toujours eu, inconsciemment, et puis après je m'en suis rendu compte parce que quand j'étais au fond du trou, il a fallu que je comprenne ce qui m'avait mené là. Et c'est facile de dire c'est de la faute de mes parents. C'est facile de dire c'est de la faute de mon environnement. C'est facile de dire c'est de la faute de ce qu'on m'a inculqué, montré. Oui, c'est vrai, ça fait partie de l'équation. Mais à un moment donné, j'ai accepté de le faire.
j'ai accepté de continuer. J'ai accepté de... Je savais très bien ce que je faisais, c'était pas normal. Même si... Donc, j'ai pris mes responsabilités, je me suis dit, ok, j'en suis arrivé là tout seul. Personne m'a poussé. Et je m'en suis sorti tout seul. Personne m'a aidé. Un peu les médecins. Mais sinon, personne d'autre m'a aidé. Je l'ai fait tout seul. Et donc, en fait, j'ai les deux opposés. Je suis arrivé au fond du trou comme un grand. Et je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui comme un grand. Et donc, voilà. Et demain, je peux retourner au fond du trou. C'est très facile. Je pourrais le faire tout seul et personne m'y aidera. Et je peux même... Ou alors, je peux continuer d'aller là où je veux aller. Et ce sera en fonction de ce que je décide de faire ou de ne pas faire. Complètement, ouais. Et avant qu'on continue également sur d'autres sujets, notamment la création de contenu, notamment le fait que tu sois venu à Dubaï, etc. et la suite même, justement, de là où tu veux aller. En 2013, tu dis, en gros, en 2013, j'ai l'impression que tu démarres une nouvelle vie, finalement. Complètement. Après, justement, cette phase très compliquée. Sauf que tu démarres une nouvelle vie, non pas à zéro, mais à moins de zéro, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, relationnellement et financièrement, avec 100 000 euros de dette. Et qu'est-ce que tu mets en place et comment tu passes de 2013 à 2020, 2021, là où après tu démarres le business en ligne, et ça on en a parlé, à justement réussir à te reconstruire de A à Z, aussi rencontrer ta femme dans cette phase, retrouver un job, passer les paliers étape par étape de ce job, sachant qu'en plus t'as pas forcément de diplôme spécifique dans le monde de la finance, on l'évoquait tout à l'heure, puis tu deviens trader avec un bon niveau de revenu, un bon niveau de vie. Parce que rien que cette phase-là de 7 ans, la plupart des gens sont même pas capables d'y arriver et de se donner les moyens d'eux. Il y a différentes variables, des variables chances qu'on pourrait évoquer, mais je veux dire, tu vois, tu l'as fait une fois d'un point de vue carrière, là tu le refais une seconde fois d'un point de vue entrepreneurial. Et je sais qu'en plus, tout ce que tu établis, te connaissant dans le perso encore, tu as seulement 38 ans. 37 ans, pardon. S'il te plaît. C'est les cheveux blancs, tu vois. Il y en a un de plus aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, tu as 37 ans et c'est qu'une étape parce que je sais aussi ce que tu mets en place pour la suite, etc. Donc, ouais, ça peut être intéressant de revenir justement sur ce point-là de ta vie, ces 7 ans-là de ta vie où tu as dû te reconstruire. En partant d'en dessous de zéro. Comment je fais ? Ouais. Là, encore une fois, c'est difficile à dire. Il y a différentes phases parce qu'il y a une phase où je ne sais pas qui je suis. Parce qu'en fait, mon identité, je pense qu'on passe un peu toute notre vie à chercher savoir, un sens et à chercher qui on est. Qui on est. C'est compliqué finalement de savoir qui on est. On cherche à connaître les gens alors qu'on se connaît déjà très mal soi-même. Mais malgré tout, je me connais mieux aujourd'hui que ce que je me connaissais à l'époque. Et donc 2013, je sors de là. Et là, je sais pas, je retombe dans un monde qui s'annonce être différent. Alors, en plus, il y a un paramètre supplémentaire que tu n'as pas. C'est que 2013, je ressors de là avec une sorte d'épée de Damoclès sur la tête, médicale, puisqu'on me dit, voilà, monsieur Cavalier, vous avez fait une cirrhose. Okay. Et une cirrhose, donc j'ai biopsie, machin, c'est diagnostiqué, donc j'ai un bout du foie qui est complètement pourri, et on me dit, monsieur, voilà, espérance de vie 5 ans. Parce que une cirrhose va, dans de bon grand nombre de cas, développer un cancer dans les 5 années. Donc votre espérance de vie, elle est 5 à 7 ans, je crois, on me dit un truc comme ça. Et donc, je pars avec tout ça en moi, plus ça sur la tête, où on me dit, voilà. Et donc, j'avais rendez-vous tous les 6 mois à l'hôpital pour faire un check-up. Tous les 6 mois, donc complet. Donc, c'est le tuyau dans la gorge, le machin, les scanners, le truc, les prises de sang, tous les 6 mois. Et donc, je fais ça pendant quelques années. Jusqu'en 2017, 2018, je crois, par là. Et je pense que ça m'a donné aussi une sorte de force de me dire, de toute façon, j'ai rien à perdre. A priori, je vais clamser. Donc, soit je me laisse complètement abattre, soit je me défonce, quoi. Et puis, on verra bien.
Enfin, et c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je suis parti, jusqu'au jour où j'ai eu un examen et j'avais fait ce qu'on appelle un fibroscan. Donc c'est un truc, on t'envoie des ondes sur le foie et tout. Et les pathologues me disent, oui, elle prend le doc comme ça, puis elle me dit, mais non, mais c'est pas votre foie ça, ce cavalier machin. Je dis, mais si, c'est bien et tout. Et en fait, j'avais plus rien. Ils savent pas s'ils ont fait une erreur de diagnostic à l'origine, ou si, mais véridique, hein, ce que je te dis, hein, ou soit c'est un miracle, genre c'était parti, quoi. Donc ils ont cherché tout ça. À mon avis, je leur ai dit arrêtez, on va pas refaire une biopsie, un machin. Ils sont revenus dans tous les rapports qu'il y avait eu en 2013, etc. pour remonter qui avait fait le truc, est-ce qu'il y avait une erreur et machin, tout ça, parce que depuis des années, je me faisais faire des examens à la con que peut-être j'aurais pas eu besoin. En fait, ils savent pas. Bon, bref. Donc ça m'a levé un truc et ça m'a donné une force supplémentaire après pour me dire ah ouais. Donc en fait, il y a soit c'est un gros coup de chance, soit c'est quelque chose de plus fort encore, et auquel cas faut que j'y aille, quoi. Et donc voilà. Tu es croyant ? Oui. Et dans quelle place à la fois dans ta vie ? Une place importante. À la base, tu étais catholique, protestant ? Catholique. Et aujourd'hui, du coup, tu t'es converti musulman, c'est ça ? Oui. Et pour quelles raisons et qu'est-ce que ça a apporté justement dans ta vie ? Je pense que j'ai la foi, enfin croire, c'est propre à chacun. J'ai toujours cru à plus que ce qui était visible. Ok. Voilà, parce que c'est compliqué de penser quand même qu'il y a que ça, quoi. Mais en tout cas, c'est bon, c'est propre à chacun. Et après, j'ai recherché un cadre parce que j'en ai besoin, de par ma personnalité. Ouais. Et ce cadre, je l'ai trouvé dans la... Si t'as pas de cadre, et je pars en vrille. Voilà, donc j'ai la religion et ma femme. C'était 2 cadres. C'est ça. Les 2 cadres auxquels tu te déroges pas. C'est mes garde-fous. Ouais. C'est ça, ouais. Voilà. Sinon, j'ai tendance à partir. C'est mon tempérament, quoi. Ouais. Donc, maintenant, ça m'a apporté un cadre et je l'ai recherché. Ça a fait partie je pas de ma guérison, mais presque. Ouais. Je pense même que d'un point de vue business, tu as un autre cadre aussi. Jean, c'est ton cadre business. C'est possible, ouais. Je pense que si tu n'aurais pas eu Jean, te connaissant, que ce soit Jean, le mastermind, moi dans une certaine mesure à une étape, peu importe, tu aurais fait comme la plupart des entrepreneurs font, c'est essayer de nouvelles stratégies, tester ci, tester ça, machin, etc. Probable, oui. Et tu n'aurais pas eu les mêmes résultats. Probable, oui. Et justement, parlons de résultats. Tu as créé donc l'académie, la tribu. Oui. C'est comme ça que tu appelles justement les membres de ton académie. Tout à fait. Pourquoi la tribu ? C'est venu vraiment de manière complètement hasardeuse. Ouais. C'est comme ça que je la voyais, en fait. Je voyais ça vraiment comme une tribu. Je me suis dit, il faut que je crée une sorte de mouvement où ça pouvait pas être le mouvement entrepreneurs.com parce qu'il existait déjà. Mais du coup, ça a été la tribu. Voilà, c'est venu comme ça. Un jour comme ça sur les réseaux, puis je l'ai gardé. Et puis voilà, c'est devenu comme ça. Ok. Vraiment. Et justement, cette tribu, tu as réussi à créer vraiment une connexion avec eux. Oui. Au-delà de l'aspect, je vous éduque à faire quelque chose et vous êtes mes clients, je suis votre partenaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la méthode que tu leur enseignes ? Parce que, tu vois, on voit tout et n'importe quoi sur Internet aujourd'hui à propos de la finance, du trading, de la bourse, des marchés financiers. Moi, j'aime beaucoup ta méthode parce que, en tout cas de ce que j'en ai compris, c'est une méthode qui permet déjà d'être le moins possible sur les écrans. Et je pense que la plupart des gens prennent les mauvaises décisions parce que justement, ils réfléchissent trop, ils sont trop sur les écrans. Tu n'enseignes pas le trading, tu enseignes la bourse, 2 choses complètement différentes. Donc, tu enseignes l'investissement long terme, comment diversifier et se créer un portefeuille qui fait que tu vas pouvoir te créer un patrimoine sur les marchés financiers à moyen et long terme et acquérir à terme ta liberté grâce à ça. C'est un levier parmi ceux que tu recommandes pour acquérir sa liberté. Et tu fais pas de promesses, de fausses promesses, de promesses fallacieuses en mode tu vas gagner 3 000 € par mois sans rien faire, sans capital et en seulement 3 semaines. Et je pense que c'est assez
je ne vais pas dire rare, mais important pour être souligné quand on voit aujourd'hui ce qui a pu être fait ou ce qui peut encore être fait sur Internet au travers des marchés financiers, tout simplement pour surfer hein, sur la crédulité d'une part et sur la souffrance aussi des gens. Les gens profitent de la souffrance. Ouais. C'est tellement facile d'utiliser la souffrance des gens pour leur vendre monts et merveilles. Moi, je suis parti d'un principe de base. Je me suis dit, ok, les gens galèrent. Je le savais, j'en ai fait partie. Donc, les gens galèrent, les gens veulent être libres. Pour être libre, il faut de l'argent. Quoi qu'on en dise. D'accord ? Et ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, mon cul, il fait largement le bonheur. Et donc, je me suis dit, ok, comment je peux faire pour aider les gens à atteindre cette liberté, sachant que la plupart ne sont pas des financiers, ne le seront pas. Le trading, c'est évidemment proscrit, puisque très peu y arriveront. Qu'ils n'ont pas énormément d'argent à investir. Et qu'ils n'ont pas de temps, ils travaillent, ils ont des familles, etc. Donc, comment je peux faire ? C'est quoi la méthode ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour, grâce à mes connaissances, grâce à ce que je sais faire et ce que j'ai fait, pour les aider à atteindre cet objectif de liberté, puisque finalement, c'est ça que tout le monde vise, la liberté, être libre. Et j'ai fait assez de webinaires et de sondages dans tous les sens pour savoir que ce qui revient tout le temps, dans tout ce que j'ai pu demander aux gens, dans qu'est-ce que vous voulez, c'est être libre, dans le sens pouvoir juste vivre, quoi. Et je pense que les gens aujourd'hui, ils ont oublié, enfin ils ne vivent plus, ils survivent et ils enchaînent les journées comme des robots et en oubliant totalement ce que c'est de vivre au sens profond du terme. C'est-à-dire profiter de l'instant, profiter de la vie, de ses proches, de choses simples. Non, les gens courent après le temps, après l'argent, ne serait-ce que pour survivre. Et donc je me suis dit, ok, comment je peux faire ça ? Et en fait, les objectifs, c'était pouvoir permettre aux gens d'être sûrs d'y arriver. Donc, comment je peux faire pour être sûr qu'ils arrivent à atteindre cet objectif ? Comment je peux faire pour que ça leur prenne le moins de temps possible ? Et comment je peux faire pour que ce soit le plus rapide possible ? Donc, il y a une notion dans le premier de risque, c'est-à-dire comment je peux faire pour qu'ils soient sûrs d'y arriver sans prendre de risques, que ce soit rapide sans prendre des risques également, et que ce soit passif, et même s'ils ne connaissent rien, qu'ils n'ont pas de capitaux, etc., c'est lié. Et donc, il n'y a qu'un moyen, en fait, au monde qui existe, c'est donc d'investir son argent en bourse. Et il y aurait eu quelques années de cela, avant l'arrivée de certains outils, ça aurait été compliqué, ça l'a été pour les particuliers, de pouvoir se construire des portefeuilles diversifiés qui permettaient justement de ramener ce niveau de risque de manière très très faible, tout en permettant sur le long terme d'avoir des résultats très 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 intéressants pour ceux qui ont la patience. Maintenant, en 2023, même depuis quelques années, l'arrivée notamment de certains outils qui permettent d'investir sur des milliers d'actions en un clic, ce qui n'était pas faisable au temps de nos parents, permet à n'importe quel petit investisseur de copier-coller des stratégies de hedge funds, quoi, des plus grands fonds d'investissement de la planète, en un clic. Et ça, c'est révolutionnaire. Quand je fais aujourd'hui tous mes webinaires, donc c'est des milliers et des milliers de personnes tous les mois, et que je pose la même question, 80-90% des gens ne savent même pas ce que c'est un ETF en France. Je suis toujours choqué de voir alors que ça fait des années que ça existe. Et donc on voit ce manque d'éducation financière qui est flagrant, cette carence qui est toujours présente chez les Français. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas en fait. Ouais. Et donc ils se font avoir forcément, et toujours pareil, hein, au niveau de la souffrance, la crédulité, etc. Donc c'est parti d'abord vraiment de cette réflexion-là, de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour atteindre cet objectif et leur permettre de le faire. C'est tout simplement de construire un portefeuille donc diversifié, d'investir régulièrement, tous les mois, pour mettre en place ce qu'on appelle des rendements composés, c'est-à-dire de réinvestir automatiquement ces dividendes et de ce fait, ça crée une sorte d'effet boule de neige sur le long terme, c'est mathématique, qui fait que voilà, tous les investisseurs le mettent en place, de Warren Buffett à d'autres, hein, Ray Dalio, etc.
ça marche pour tout le monde, en fait. C'est mathématique. Donc, il n'y a pas de je suis d'accord, pas d'accord. C'est factuel. Si tu mets ça en place sur un certain nombre d'années, ça ne peut être qu'exponentiel. Et donc, ça marche pour tout le monde. Ça répondait à 100% de réussite si tu mets en place les bonnes choses. Tu as les bons outils. Tu es sûr d'y arriver. C'est sécurisé. C'est rapide. Oui et non. Parce que malgré tout, il faut attendre peut-être 15 ans, peut-être 20 ans, peut-être 25 ans en fonction de ce que tu peux mettre tous les mois. J'ai un contre-pied évidemment très violent sur ce qui se dit aujourd'hui. C'est-à-dire que va dire à quelqu'un, ok, tu veux devenir libre, t'en as pour 20 ans. Le mec il dit, attends 20 ans, chier, j'ai 50 ans, ça me fait avoir 70 ans, j'ai 40 ans, je vais être libre avant. Mais t'as pas le choix. Alors, ça peut être 15 ans, et auquel cas on peut coupler, essayer de gagner plus d'argent, business en ligne, etc. Mais si on reste cantonné vraiment à l'investissement, c'est la méthode que j'ai montée. Elle est montée autour de ça. C'est sincère, c'est réel, et c'est la seule façon d'y arriver. Ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais c'est que comme ça que vous y arriverez. Et c'est intéressant parce que là où la plupart justement essaient de vendre des promesses qui sont de plus en plus courtes, de plus en plus folles, de plus en plus même parfois fallacieuses, mensongères, toi tu arrives et tu dis non, c'est comme ça et tu iras chercher ta liberté, ouais, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si tu es régulier, si ça. Et pourtant, les gens achètent quand même. Les gens achètent quand même et les gens suivent parce que justement, ils voient cette authenticité. Donc j'imagine que toi, tu appliques également toi-même cette méthode. C'est parce que ça te plaît pas que c'est vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire, c'est parce que ça te fait pas plaisir ce que je suis en train de te dire, que c'est justement ça qui prouve que c'est vrai. Ouais, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans mes webinaires. Je dis, je suis désolé les gars, ça va pas vous faire plaisir, ce que je vais vous dire, ça va pas être très vendeur, mais au moins ça a le mérite d'être vrai. Et c'est l'indicateur, c'est celui-là. Si c'est trop beau, et si ça va dans ton sens, et si on te dit oui, c'est parfait, c'est qu'il y a un loup. Ouais. Et justement, j'ai une question et juste avant j'en ai une autre, mais donc toi tu appliques cette méthode pour que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre, pour qu'on se rende compte depuis combien de temps tu appliques cette méthode, avec peut-être très peu de capitaux au départ, tu as su te constituer quel type de portefeuille et qu'est-ce que ça peut rapporter à terme avec les intérêts cumulés, tu vois, en termes par exemple de dividendes, selon la typologie d'action que tu vas choisir, etc. C'est ma première question. Combien de temps ça prend par mois à monitorer avec cette stratégie? Et petite parenthèse rapide pour celles et ceux qui nous écoutent, il y en a aussi très certainement qui ne savent pas ce qu'est un ETF. Leur expliquer rapidement ce qu'est un ETF. Ok. Ce que ça génère des millions, ça va très vite. Du moment que, en fait, tu as ce qu'on appelle une phase d'accélération et une phase d'accumulation. Donc la phase d'accumulation, elle prend un certain nombre d'années. C'est là où tu vas devoir galérer et où tu vas douter et où tu vas dire ouais mais en fait ça marche pas, etc. Donc tu as une phase qui est très lente au départ et puis après tu as une phase d'accélération. La phase d'accélération elle se fait souvent à partir de 10 ans, rarement avant. Ça fait combien de temps que toi tu fais ça? Sortie 2013, ça fait 10 ans. Ok. Mais encore une fois, moi j'avais des revenus qui étaient au-dessus de la moyenne. Donc c'est un cas un peu à part. C'est pour ça que on parle toujours de seul moyen d'aller plus vite sans prendre plus de risques, c'est de mettre plus d'argent. Ceux qui veulent aller plus vite que 15 ou 20 ans, effectivement vous pouvez. Mais c'est pas d'aller chercher des rendements, des performances supplémentaires qui va vous permettre d'aller plus vite, parce que ça, vous avez augmenté simplement vos chances de perdre de l'argent. Ce qui va vous permettre d'aller plus vite, c'est de gagner plus d'argent, ou si vous en gagnez déjà plus, juste simplement d'investir plus d'argent. Et là, ça va plus vite parce que mathématiquement, les effets cumulés font leur boulot, quoi. Quand tu dis plus d'argent, c'est quoi? À partir de combien on peut commencer à appliquer cette méthodologie? 50 €, 100 € par mois? Ouais, 50. À partir de 50 € par mois? Ouais, par mois. Et si tu veux accélérer, c'est quoi? 1000 €, 2000 € par mois? Ouais, à partir de 1000, ça commence à devenir intéressant. Ok, d'accord. Ouais. Et en combien de temps, justement, on arrive à avoir quelque chose d'intéressant? Si tu mets entre 200 et 300, faut considérer 15 ans. Ok. Si tu mets 1000, 10 ans. Ok, d'accord. Et ouais, donc 1000, 10 ans, ouais, ça fait 100 000 €, quoi. 150 000 € hors des intérêts composés. Oui, ça fait 100 000 € d'investis. Ouais. Hors des intérêts composés. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'un ETF pour ceux qui nous écoutent?
Un ETF, c'est un outil qui permet d'investir sur des milliers d'actions en un clic. Pas cher, et pas cher parce qu'automatisé, il n'y a pas d'humain qui gère derrière. Donc, il y a un exemple que j'utilise souvent en webinaire pour vraiment vulgariser au maximum, pour le rendre le plus accessible possible. C'est de dire, quand vous investissez sur une action, vous investissez sur une entreprise. Cette entreprise, elle a 3 directions potentielles. Soit elle monte, soit elle stagne, soit elle s'écroule. Okay, mais si vous mettez 100 € dedans, vous avez une chance sur 3 que ça marche. Voire une chance sur 2 que ça ne fasse rien. Donc, le risque est énorme quand on investit sur 1, 2, 3, 4, 5 actions, c'est-à-dire quand on fait ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire d'investir sur des actions individuelles. La révolution des ETF, c'est qu'elle permet non plus d'avoir un raisonnement par l'entreprise, mais elle permet d'avoir un raisonnement par l'économie. J'étaye mon propos, c'est-à-dire le CAC 40, équivalent de l'économie française, représente donc les 40 plus grosses sociétés françaises, cotées en bourse. Si demain, vous disiez, OK, moi je ne veux plus investir sur les entreprises, mais je veux investir sur un pays, j'investis sur la France. Je mise sur l'économie française à ce qu'elle se développe dans les 10, 15, 20 prochaines années. Il aurait fallu, sans ETF, que j'investisse sur 40 de ces sociétés-là, de manière individuelle. J'achète une action tous les mois de ces 40 sociétés. Ce qui évidemment est quasiment impossible, il faudra des fonds considérables, et ça demande une gestion hors du commun. Donc avant, tu aurais fait appel à un fonds d'investissement qui t'aurait pris des frais prohibitifs pour avoir des résultats de merde, puisque en plus les fonds d'investissement sont payés, ou en tout cas existent, pour soi-disant battre le marché, c'est-à-dire avoir une performance supérieure au CAC 40. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Ou au Nasdaq, ou Nasdaq, ou le S&P 500, ou peu importe, on va dire un indice. Un ETF, il n'est pas là pour battre qui que ce soit, il est là pour être le marché. C'est-à-dire qu'un ETF, lui, il va représenter les 40 sociétés. En un clic, tu vas investir sur les 40 sociétés, et tu vas non plus essayer de battre le marché, ou essayer d'être, tu vas simplement être le marché. Et on s'est rendu compte, et il y a une citation de Ray Dalio qui est très connue, qui dit voilà, un investisseur lambda passif a 100 fois plus de chances de devenir riche sur le long terme qu'un trader de Wall Street qui passe 12 heures par jour devant les écrans. C'est la patience qui rendra les gens libres en investissement. Complètement, ouais. Ray Dalio, pour ceux qui nous écoutent, qui est un des plus grands gestionnaires de fonds du monde, de l'histoire, qui a écrit un super bouquin, Principles, qui est excellent, que j'invite à lire à celles et ceux qui nous écoutent. Combien de temps par semaine ou par mois faut-il avoir à disposition pour mettre en place ta stratégie ou une stratégie similaire à la tienne? 5 minutes. Par mois? Une fois qu'elle est mise en place, oui. Ok, c'est juste voir son portefeuille d'actifs. C'est ça. Quoi, tu as des screeners, tu as des outils d'analyse, tu pourras rentrer dans les bonnes actions, dans les bons ETF. Alors au début, tu as une partie formation, donc effectivement c'est là où on intervient nous, c'est-à-dire aider des particuliers déjà à comprendre comment ça marche, les former. L'idée c'est de faire des gens, de faire des gens des investisseurs. C'est pas de copier-coller des trucs ou des machins, c'est de comprendre ce qu'ils font pour pouvoir être capable de gérer après eux-mêmes. Mais une fois que c'est fait, une fois que le portefeuille est créé, c'est-à-dire on dit ok, un portefeuille c'est comme une assiette, comme un repas. C'est-à-dire qu'un portefeuille, il est propre à chacun. Une assiette, vous allez la composer de différents aliments pour qu'elle procure un résultat physique derrière. Si tu es en perte de poids, tu vas mettre tel ou tel truc. Si tu es en prise de masse, tu vas prendre peut-être plus de protéines, plus de machin, etc. La composition de ton assiette, elle va être faite pour que derrière, elle produise un résultat. Le portefeuille, c'est pareil. Tu vas le composer de certains actifs pour qu'ils produisent un résultat derrière et qui soit adapté à ton profil. Une fois que ça c'est fait, après tout est automatisable, c'est-à-dire que tu n'as quasiment plus aucune intervention à faire, puisque ça se fait en automatique, quoi. Donc tu vas regarder, effectivement, une fois par an, tu peux faire ce qu'on appelle un rééquilibrage, c'est-à-dire voir un peu ce qui a surperformé, sous-performé, et racheter les actifs qui surperforment pour revendre, vendre ce qui surperforme pour racheter ce qui sous-performe, et faire un petit rééquilibrage. Si tu étais sur un 50-50, des fois tu peux avoir une partie du portefeuille qui a monté plus que l'autre, tu vas te retrouver en déséquilibre. Donc tu vas réajuster pour que les allocations soient au bon endroit. Mais ça, c'est une fois par an. Mais sinon, la tenue du portefeuille, c'est 5-10 minutes par mois, pas plus. Ok.
Quand on t'écoute, on a l'impression que c'est simple. C'est un peu comme quand on voit tu sais, les descentes de ski, ceux qui font le saut. Là. Chaque fois que je vois ça, je me dis waouh, ça a l'air tellement simple. J'ai essayé une fois, j'ai fait un saut d'1 mètre, j'ai fait péter une jambe, alors qu'eux font des sauts de 25 mètres. Mais la réalité, c'est que non, c'est pas simple. Ça nécessite justement une certaine maîtrise. En revanche, à partir du moment où tu as la connaissance, c'est très rapide. Mais ça fait partie de ces petites choses qui sont relativement simples à faire, qui peuvent faire une grosse différence, mais qui sont encore plus simples à ne pas faire. Selon toi, pourquoi ? Pourquoi les gens, en fait, savent qu'il est possible de faire des choses. En l'occurrence, là, tu vois, c'est accessible à tous. Tu vas sur n'importe quel site legit, régulé, carré, qui te permet d'acheter des ETF. Par exemple, Interactive Broker ou d'autres types de sites comme ça. Tu mets en place ta petite stratégie avec ton portefeuille. Tu mets en place un système automatique où tous les mois, tu vas par exemple faire du DCA et mettre 100, 200, 300 euros par mois. Mais pourtant, les gens ne le font pas. Bah, ça met en parallèle une phrase que j'avais partagée il n'y a pas longtemps à un séminaire qui disait les gens qui réussissent ne font rien d'extraordinaire, ils font des choses qui sont faciles de ne pas faire. Et en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que... J'avais partagé ce truc de ma story. Ouais. J'avais bien aimé. En fait, ça met en lumière une chose principale, c'est que on fait rien d'extraordinaire, on fait quoi. C'est-à-dire, c'est le simple fait de faire produit des résultats. Et je pense que la plupart des gens réfléchissent plus qu'ils n'agissent, et c'est de là que tout part. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit la nature déteste l'oisiveté. Si demain tu décides de ne plus bouger ton bras complètement, il va pourrir. Véritablement. Donc, on est fait pour bouger. On est fait pour agir, et si tu bouges pas, si tu fais rien, bah rien ne change. Et je pense que il y a une autre phrase pour faire le parallèle de ça, qui est très connue maintenant, qui a fait le tour, mais qui est toujours très, très parlante. C'est celle qui dit que on surestime ce qu'on peut faire, je crois, sur un mois, et on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. En fait, c'est ça, les gens se fixent des objectifs de dingue. Ils pensent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup, mais ils font rien parce que... alors qu'en fait, il suffit de faire des petites choses tous les jours, ce qui va très bien avec l'effet cumulé. D'ailleurs, je conseille un livre qui s'appelle L'effet cumulé, aussi, qui est très intéressant là-dessus, et qui prouve à quel point de petites actions mènent à de grands résultats. Ce qui compte, c'est la consistance et la régularité. C'est pas faire beaucoup, c'est faire un peu, mais régulièrement. Et c'est ça qui mène au résultat. C'est pas les gens se disent tiens, ça y est, cette année je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 15 kilos, et je vais lire 10 livres, 20 livres, 100 livres. Commence par lire une page tous les jours avant de dormir. Juste ça va te prendre 5 minutes, mais fais-le tous les jours, sans manquer une seule journée, pendant 365 jours. Ouais. Fais ça, et tu verras déjà les résultats que ça va produire. Ça va pas prendre beaucoup de temps, mais cumuler une page tous les jours, ça fait 365 pages. Tu auras probablement lu beaucoup plus que si tu t'étais dit ouais, je vais lire 3 livres en un mois, que finalement tu liras pas. Ouais, complètement. Et justement, toi qui es beaucoup sur les réseaux, qui prône aussi ce message justement de réalité du terrain, c'est-à-dire voilà, ça va pas être simple, ça va pas être facile, ça va pas être rapide, mais il faut le faire. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont aussi sur les réseaux et qui font tout l'opposé? Ceux qui par exemple vont prôner le copy trading, l'argent facile, qui vont te montrer des grosses liasses de billets, qui vont te, tu vois, qui vont te, enfin, tu vois exactement de quoi je parle, qui créent même une mauvaise image d'une certaine façon, que ce soit de Dubaï, parce que beaucoup sont à Dubaï ou au Panama ou je ne sais où, etc. Et qui vont te dire voilà, juste clique, copie, t'as rien à faire. Avec 50 ou 100 balles, tu vas devenir millionnaire. Regarde, moi je l'ai fait, si je l'ai fait, tu peux le faire. Je roule en Urus, je roule en ça, je roule en ci. Et, qu'est-ce que tu penses de ce type de message, de ce type de personnes sur le marché aujourd'hui? Je pense que je serais censuré si je disais ce que je pense véritablement pendant ce podcast, donc je vais me retenir.
Alors, bon, malheureusement, on en aura toujours, tu sais, dans n'importe quelle industrie, n'importe quel domaine, des escrocs, il y en a partout. Aujourd'hui, les réseaux favorisent ça parce que voilà, ça leur offre une visibilité gratuite et pratiquement sans limite. Et donc, voilà, forcément, il y aura toujours des gens mauvais et il y aura toujours des gens faibles pour y croire. Ça a toujours été, ça le sera toujours. Malheureusement, c'est comme ça. Je pense que... Alors, se montrer avec des gros liasses de billets, c'est des trucs que je suis tout à fait capable de faire dans un cadre humoristique, sur un Reels ou sur un... Voilà. Il y a le fait d'utiliser un contexte, une image pour faire passer un message. La fin justifie les moyens. Voilà. Et il y a ceux qui font croire aux gens véritablement des trucs pour leur vendre des choses mauvaises. Donc, pour la petite histoire... hein, tout ce qui est copy trading, les bots de trading, tous ces trucs-là, c'est pas que ça ne marche pas. C'est que ça marche autant de fois que ça ne marche pas. Et donc, tu vas mettre de l'argent, ça va marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu vas le laisser parce que tu es content, et tu vas reperdre 3, 4, 5 fois derrière. Et donc, en fait, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un algorithme aujourd'hui ou un bot de trading qui fonctionne à 100%. Si c'était si simple, mais les gens le savent. Les gens le savent. C'est-à-dire que quand les gens se lancent dans ce genre de truc, ils savent bien qu'il y a un loup quelque part. Mais ils y vont quand même. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Il y a une chanson de Orelsan là-dessus. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Ah oui, si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est pas si facile. La vie, c'est pas facile. Gagner de l'argent, c'est pas facile. Faire fructifier son argent, c'est pas facile. Atteindre le bonheur, vivre heureux, vivre libre, etc., c'est pas facile. C'est accessible pour tout le monde, à ceux et celles qui s'en donnent les moyens. C'est ça qu'il faut retenir. Facile, non. Accessible, oui. Et c'est ce que je dis tout le temps. C'est accessible à celui ou celle qui s'en donne les moyens et qui est assez déterminé pour arrêter de subir la vie qu'il subit. Y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais moi si, mais moi ça ». Il n'y a pas de cas particulier. Tous ceux qui me disent « Ouais, mais moi c'est différent », pour moi aussi c'était différent. Et ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'ai fait. Et encore une fois, je le répète, je suis pas ni plus intelligent que la moyenne, ni plus courageux, ni plus ceci, cela. J'ai fait. J'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai fait des choses qui étaient faciles de ne pas faire et que beaucoup de gens ne font pas. C'est-à-dire agir. Moi, demain, tu poses la question à ma femme. Il y a un temps, elle ne me voyait pas. C'est-à-dire que quand j'étais encore salarié, je rentrais le soir, je faisais un bisou et je passais à ma 2e journée. Je montais dans mon bureau et je travaillais sur le développement de mon business. Jusqu'à tard le soir. C'était comme ça toute la semaine et le week-end. Mais c'était un deal qu'on avait ensemble. Et je lui avais dit, voilà, vers quoi on se dirige, ça va être ça pendant un temps. Est-ce que tu es OK avec ça? Tu vas devoir gérer notre fille, etc. Bon, on s'est serré la main, entre guillemets, on s'est fait ce qu'on avait à se faire. Et on a scellé le pacte et ça s'est fait comme ça. Mais ça n'a pas été sans sueur quand même, sans larmes et sans travail, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Un autre sujet, c'est... Donc, tu es arrivé sur les réseaux, tu parles d'argent, tu es clivant, tu oses dire les choses que certains n'osent pas dire. Naturellement, du coup, tu génères de l'interaction. Dans l'interaction, il y a du positif et du moins positif. Comment tu as géré les haters? Je les ignore. Ok. Complètement. Ils n'existent pas. Ah non, ils n'existent pas. Ok. Tu réagis pas, tu commentes pas, Jamais. Ça t'atteint pas. Non. Ok. Comment ça se fait? Parce que moi, je comprends à 100%. Hein. Je suis comme toi. Moi, c'est différent. Moi, ça fait 5 ans que je lis plus les commentaires. Tout a été délégué, etc. et géré autrement. Même peut-être plus maintenant. Mais pour beaucoup, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et ça fait même arrêter certains qui ont eu des gros résultats, une grosse réussite, qui ont arrêté complètement d'être présents en ligne à cause de ça et qui l'ont très mal vécu. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es, je vais pas dire au-dessus de ça, mais en tout cas, tu n'es pas touché par ça? Je sais pas, absolument rien à foutre. Ok. Excuse-moi du terme, mais c'est vraiment, c'est vraiment, ça me passe mais à
3 milliards de kilomètres, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement est vraiment atteint par ça? Ah, bah, je lui dirais de s'en battre de s'en foutre, quoi. Mhm. Je sais pas, je lui dirais que c'est... Les gens qui font ça, les haters, entre guillemets, ce sont des gens malheureux. Moi, j'ai de la peine pour eux. Vraiment, c'est pas pour faire un genre, hein, j'ai vraiment de la peine pour eux, parce que tu ne peux pas être aussi haineux sans souffrir. C'est pas possible. Ils sont forcément dans une souffrance profonde pour déverser autant de haine. C'est triste, quoi. Donc je dirais, voilà, juste passe outre et avance. Tu t'arrêtes à ça, t'as pas fini, hein. Ouais, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est Dubaï. Dubaï. Pourquoi Dubaï? Qu'est-ce qui fait que tu as déménagé à Dubaï? Je sais que ça a été vraiment un point important de décision. Je me souviens encore des premières fois où tu viens visiter seul, puis après du coup ta femme, tes filles t'ont rejoint, etc. La phase où tu faisais les cartons, tu partais de chez toi. La phase où tu es content de me montrer, regarde, la vue de mon bureau, c'était la vue sur le parking de Lidl. Aujourd'hui, c'est ça. C'est vrai. Et justement, qu'est-ce que tu penses de Dubaï? Pourquoi tu es venu à Dubaï? Et ouais, ça peut donner... Moi, j'adore, tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me... Encore il y a 2 jours, networking que j'ai organisé, t'as quelqu'un qui me disait, arrête de faire la promotion de Dubaï. Pourquoi? Mais il y a déjà trop de gens à Dubaï. Tu vois, il faut pas que les gens, il faut pas qu'il y en ait plus qui viennent. C'est trop bien, laisse-nous notre paradis comme il est. Et ouais, effectivement, moi j'adore cette ville, j'adore l'énergie, j'adore le mindset, j'adore le service, j'adore la sécurité. Enfin, il y a tellement de choses que j'adore. Bon, la question je la pose à toi. Qu'est-ce qui fait que tu es venu ici? Et qu'est-ce que tu as à en dire après? Ça fait combien maintenant? 6 mois, hein? Je suis arrivé en janvier. Ok. Ouais, donc ça fait 5 mois. Ok. Écoute, Dubaï, c'est d'abord une projection que je me suis faite de moi-même aussi, pareil, tu vois. Okay. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand le soir arrive et que le calme commence à poindre et qu'il fait nuit, que je sors dans mon jardin, je remercie pas mal de choses. Je suis plein de gratitude. Et encore une fois, j'ai du mal à croire véritablement d'être là, parce que, je te dis, tu reviens quelques années en arrière, tu m'aurais vu il y a quelques années, Alec, tu m'aurais même pas donné une pièce. Tu m'aurais même pas regardé. Donc de là où je viens, quand je suis là le soir, dans mon jardin, dans un endroit idyllique, même si j'étais le chercher, il y a une part de moi qui me dit, c'est pas normal. Tu vois? Pourquoi toi t'as ça et d'autres ça au son de toi. Donc Dubaï, c'était une projection que je me suis faite quand j'étais effectivement face à un parking d'Aldi chaque matin. Aldi, pas Lidl. Aldi, ouais. C'était Aldi. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Je peux pas devenir un entrepreneur à succès et ouvrir ma fenêtre et être face à un parking, quoi. Donc je me suis dit, il y a longtemps, hein. Je voyais les gars à Dubaï et tout, je me suis dit, j'irai à Dubaï. Je connaissais même pas, hein. J'avais jamais mis un pied. Mais je dis, j'irai. Et bon, après, j'y étais avant d'y aller, avant de déménager quand même. Mmh. Mais ce qui a vraiment, après, donc, ce qui m'a fait prendre la décision, c'est l'énergie, ouais. L'énergie. Quand je suis venu, j'ai vraiment ressenti une énergie puissante ici. Et en fait, c'est là où tout le monde est, quoi. Donc, c'est le même raisonnement que j'ai eu quand j'ai rejoint le Mastermind, où je me suis dit, il faut que je sois là où sont les gars, quoi. Et les gars, ils étaient dans ton Mastermind. Donc, je suis venu dans ton Mastermind. Et après, j'ai vu, quand j'étais à ton Mastermind à Dubaï, que les gars, ils étaient à Dubaï. Donc, je me suis dit, il faut que je vienne à Dubaï. Tu vois? Et en vrai, ça veut dire une chose déjà de fond, c'est
rapprochez-vous des gens Qui font. Ouais. Rapprochez-vous des gens qui sont là où vous voulez aller, qui sont déjà arrivés là où vous voulez arriver, où vous voulez aller, ou qui sont déjà devenus la personne que vous voulez devenir. Moi maintenant j'ai une philosophie que tout ça m'a appris, c'est voilà, si je suis la personne la plus intelligente de la pièce, je suis dans la mauvaise pièce. Ou si je suis la personne la plus riche de la pièce, je suis dans la mauvaise pièce. Et depuis que je suis ici, j'ai rempli mon carnet d'adresses en 5 mois comme je l'ai jamais fait dans ma vie, quoi. Ouais. Donc c'est l'énergie, c'est vraiment les rencontres, le réseau. C'est ultra puissant. J'ai jamais vu des gens comme ça. C'est-à-dire que en France, avant que tu t'invites à un apéro, faut que tu côtoies les gens pendant 6 mois. Ici, je citerai pas de nom, mais tu m'as invité à un petit call qui a duré 10 minutes, on m'a invité à un barbecue. Tu vois. Et les gens sont comme ça ici. C'est-à-dire que tu discutes 3 secondes, bah tiens, je fais une soirée, tu viens, et puis tiens, bah toi tu viens, tu rencontres une autre personne à une soirée, tu dis ah bah tiens, tu peux venir à ma soirée, puis à ma soirée, puis à ma soirée. Et aujourd'hui, j'ai des soirées tout le temps. C'est pas des soirées où on se bourre la gueule, hein. Surtout pas. Mais en fait, c'est des soirées d'entrepreneurs où les gens passent du temps à discuter autour d'un plat, autour de machin, et c'est hyper puissant, quoi. C'est hyper puissant parce que bah, je rencontre forcément des gens qui sont de tout pays, de tout horizon, de tout business, et qui sont bien en avance aussi sur moi, d'autres pas. Et donc du coup, je me retrouve dans des situations où je peux aider et inspirer, toi. Et évidemment, des personnes qui sont bien en avance et qui peuvent me permettre, moi, de continuer à avancer et de m'entourer des personnes meilleures que moi, plus élevées que moi, plus éveillées, plus en avance. Et ça me permet, moi, de continuer d'avancer. Donc Dubaï, inspiration, énergie, rencontre, réseautage, climat et fiscalité, bien sûr, puisque peut-être peu de gens le diront, mais moi je l'assume 100%, qui permet de tout simplement de faire plus de choses aussi. Et voilà. T'avais des a priori sur cette ville ? Aucun. Aucun. Non, j'ai des a priori sur rien, moi. Je me fais mon avis moi-même. Avoir des a priori, ça n'a pas de sens. C'est basé sur ce que disent les autres. Et moi, j'aime bien me faire mon propre avis. Ouais. C'est une philosophie que je partage. Même des fois, quand on me demande un avis sur quelque chose, si je ne suis pas en capacité de le donner, je préfère ne rien dire, ou dire que je ne suis pas en capacité de le donner, que de dire quelque chose qui serait erroné ou biaisé. On arrive à la fin de cette interview. J'ai 2 questions encore pour toi. Et merci pour tout ce que tu as partagé jusqu'ici. C'était vraiment un plaisir. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent ont eu au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, ils savent comment nous le faire savoir, hein. Tu connais la chanson, hein. Le commentaire, le like, partager la vidéo, les 5 étoiles sur Apple Podcast. J'insisterai toujours là-dessus. Spotify, Apple Podcast, votre plateforme de streaming préférée. Mettez les 5 étoiles et un avis. Ça nous aide beaucoup. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Elle est en train de monter très fort. Objectif 100 000 abonnés en 2024 avec le podcast. Donc on va aller le chercher. Mon avant-dernière question pour toi, c'est concernant l'avenir. C'est quoi la suite pour jeudi ? C'est quoi tes projets ? C'est quoi les projets, la suite de l'académie ? Peut-être d'autres projets dont tu veux parler ? C'est quoi la suite ? La suite, c'est de développer ce que je suis en train de faire. D'accord. Plus de la même chose. Plus de la même chose. Ouais. Plus de la même chose. Plus efficace, plus fort, plus développé. Je reste persuadé qu'on devient le meilleur quand on reste focus et concentré sur un truc. Et l'erreur qui est tentante, ce serait de partir sur plein de trucs qu'on me propose et des envies que j'ai aussi, parce que tu as envie... des discussions qu'on a eues, ça. Des discussions qu'on a eues, voilà. Mais en fait, je pense que effectivement, je vais rester concentré sur mon objectif, qui est de rendre des gens libres financièrement le plus rapidement et le plus sûrement possible, au travers de tout ce qui se fait aujourd'hui et de tout ce qui peut se faire demain, avec les évolutions technologiques qui avancent, avec tout ce qui peut arriver dans les mois, dans les années à venir, tous les nouveaux leviers d'investissement qui peuvent se créer, se procurer et se développer dans les années à venir. Donc il y a
plein de projets en cours, dont un gros projet en septembre qui va être lancé. Et donc voilà, on continue de concentrer tous les efforts sur améliorer ce qui existe déjà, parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer, et développer le reste, c'est-à-dire aider toujours plus les gens à atteindre cette liberté financière. Ça passe par investir son argent, mais ça passe aussi par comment gagner plus d'argent. Et si je dois traiter le sujet de la liberté financière de manière profonde, ça ne peut pas passer que par investir son argent. Le schéma, il est simple. C'est pour atteindre la liberté financière. Atteindre la liberté financière, je le rappelle, c'est générer des revenus passifs qui couvrent les charges courantes et qui permettent d'en vivre. Donc si tu as 2000 euros en passif et que tu as 2000 euros qui rentrent tous les mois et que tu as 2000 euros de charges, bah, tu es libre financièrement. Ça, c'est la définition Robert Kiyosaki. Donc pour atteindre ça, il faut un capital. Donc pour développer le capital, il faut investir de l'argent, le faire fructifier. Pour investir de l'argent, il faut en gagner. Et si tu veux pas prendre trop de risques pour aller plus vite, bah, il faut gagner plus d'argent pour investir plus. C'est juste ça, quoi. Donc c'est investir son argent et gagner plus d'argent. C'est les deux leviers sur lesquels je vais me concentrer et développer encore plus dans les mois et années à venir. Très bien, merci pour ça. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Je la pose à chaque fois à ceux qui passent sur le déclic. Okay. Du coup, est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi? Alors, avec tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu nous as partagé, et merci pour la transparence, l'honnêteté dont tu as fait preuve, l'humilité aussi qu'on ressent chez toi, la sagesse également, que tu n'as pas encore partagé dans l'épisode. Donc, va peut-être falloir se creuser, ou peut-être que tu as déjà une idée. Mais vraiment quelque chose qui a été littéralement un déclic pour toi, qui t'a transformé personnellement. Ça peut être personnel comme professionnel. Ça peut être une situation, une frustration, quelque chose de positif, quelque chose de négatif, une simple phrase, une anecdote, peu importe, mais vraiment le truc que tu as envie de partager avant de quitter cet épisode, que tu n'as pas encore partagé jusqu'ici. Tu as carte blanche. Je dirais le décès de mon père, qui est intervenu en septembre 2020, un tout petit peu avant la naissance de ma première fille. Et il faut savoir que mon père, je lui avais promis certaines choses. On s'était promis certaines choses. On pensait que le temps nous l'offrirait, ça n'a pas été le cas. Et en tout cas, j'avais fait une promesse que j'ai pas pu tenir parce qu'il est parti avant, mais que j'ai pas pu tenir, que j'ai tenu en son absence maintenant. Mais ce déclic, il s'est fait à son décès parce que j'avais fait une promesse qu'il fallait que je tienne, et de deux, ça m'a fait me rendre compte que tout ce qui a un début a une fin. Tu peux pas me citer un truc qui a un début et pas de fin. Donc, comme on sait que tout ce qui a un début a une fin, ça donne une valeur à chaque chose, et ça permet de ne pas banaliser les choses qui nous arrivent, les gens que l'on rencontre, nos proches, ou des événements que l'on vit, etc. Et j'ai compris à ce moment-là que il fallait que je vive tel que comme si chaque chose pouvait disparaître d'une seconde à l'autre. Et c'est vrai. Parce que mon père a fait un arrêt cardiaque, il était là à 15h05, à 15h06, il était plus là. Et ça, tu peux pas le prévoir. Et donc en fait, je me suis rendu compte que ça vaut pour la vie, au sens propre du terme, mais ça vaut aussi pour le business, ça peut valoir aussi pour plein d'autres choses, pour les relations, pour l'amour, et donc rien ne nous appartient. La vie ne nous appartient pas, et tout peut s'envoler, tout peut nous être pris. Et donc il faut rien prendre comme acquis, profiter au maximum des gens que l'on aime, de ce que l'on a,
de ce qu'on a construit, éprouver de la gratitude, profiter, ne pas banaliser les choses et vivre pleinement. Pas comme si tout pouvait s'arrêter une seconde à l'autre, mais presque. Parce que c'est la réalité de la vie. On vit chaque jour avec la mort, mais on a tendance à l'oublier. Malgré tout, elle fait partie de notre quotidien. C'est pas être négatif que juste en prendre conscience de manière adulte et raisonnée, raisonnable, et tout simplement de se dire attention, malgré tout, je cours, mais je cours vers quoi? Est-ce que je prends le temps de m'arrêter un petit peu de temps en temps et de regarder? Juste de contempler. Avec qui je suis, ce que j'ai autour de moi, et derrière moi ce que j'ai accompli. C'est prendre le temps. Qui prend le temps de regarder la lune aujourd'hui? Ou le ciel? Ou les étoiles? Plus personne. Tu prends le temps de le faire? Ça m'arrive, mais ça t'arrive? Rarement. Rarement. Mais les gens ne regardent plus. Les gens ne contemplent plus. Ouais. Et c'est triste, toi. Et donc, ça peut être mielleux, ce que je dis, je sais rien. Mais si j'ai un truc à essayer de transmettre ou une morale à donner, c'est le déclic que j'ai eu, c'est sur l'importance de la vie et la fragilité qu'elle a. On court tous après l'argent ou après la liberté qui est liée à l'argent, ou le succès, ou la visibilité, ou tout ce qu'on veut. C'est bien, mais prenez le temps des fois de vous arrêter, de profiter et de vivre de temps en temps. Voilà. Merci Jody. De rien.